Monsieur le Président, messieurs les membres du comité, nous sommes à nouveau ravis et honorés de vous retrouver ce jour pour interagir avec vous sur le rapport, le deuxième rapport du Tchad, en application des pertinentes dispositions de la Convention relative à la torture, ratifiée, comme vous le savez, par le Tchad en 1995. Monsieur le Président, mon pays a décidé de présenter le rapport avec l'ensemble des éléments de réponse qui nous ont été fournis par la délégation qui devrait se joindre à nous. Et nous sommes en capacité, Monsieur le Président, mes collègues et moi-même, de pouvoir répondre à la dimension de ce qui est humainement possible, de répondre à ces nombreuses questions et préoccupations tout aussi pertinentes soulevées par les rapporteurs et les membres du comité. Monsieur le Président, il me revient donc l'exaltante mission de conduire la délégation du Tchad. Je le fais avec honneur et fidélité. Et ceci est bien évidemment le cas pour les collègues qui m'accompagnent. Madame Zigro a évoqué la question de l'Observatoire sur l'éthique et le genre. Je voudrais mentionner et insister sur le fait qu'il s'agit d'une préoccupation qui a été inscrite dans la feuille de route de la transition et sur laquelle nous travaillons avec beaucoup d'enthousiasme. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier le Haut Commissariat aux droits de l'homme et singulièrement le Bureau Pays, avec qui nous travaillons effectivement sur cette thématique pour l'opérationnalisation donc de l'Observatoire sur lequel le gouvernement fonde beaucoup d'espoir pour améliorer bien évidemment les indicateurs. Madame Zigro a également évoqué la question du déploiement des troupes tchadiennes en dehors du territoire national. Il est bien vrai que nous participons aux forces de maintien de la paix, ce qu'on appelle les casques bleus, et nous sommes présents au Mali, et le déploiement, bien évidemment, répond à un certain nombre de principes que nous sommes tenus de respecter. Et la formation qui se fait en amont se fait bien évidemment en accord avec les instances onusiennes, même si dans les segments des formations des écoles des officiers, il y a la question du respect, sinon la sensibilisation au droit international humanitaire, qui figure en bonne place. Et donc, la formation pour les fournis aux soldats qui sont déployés vient en sus de ce qui est fait de façon basique pour tous les soldats tchadiens, du moins tous les recrues au sein donc de l'armée nationale tchadienne. Je voudrais, en lien avec les questions évoquées par le conseiller Talha, noter un certain nombre de projets, sinon des chantiers sur lesquels nous travaillons avec le Bureau Pays du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et je voudrais mentionner principalement 3 projets qui nous tiennent à cœur. Il y a un premier projet qui porte sur la vérification des détentions légales. Nous avons également un autre projet sur la cartographie des violations des droits de l'homme. Tout ceci en lien bien évidemment avec le mécanisme de justice transitionnelle qui a été mentionné dans la feuille de route de la transition.
Nous prévoyons également de faire un audit social pour nous permettre de voir avec précision l'apport des ADH sur la marche de la transition. Et ce sont des projets sur lesquels nous travaillons donc avec le bureau pays du Haut Commissariat que je voudrais à nouveau remercier. Je voudrais également dire un mot, Monsieur le Président, sur la question de la peine de mort qui a été soulevée par le vice-président et dire avec certitude que l'abolition de la peine de mort par la République du Tchad est irréversible. Il est bien vrai que cette abolition a été abrogée pour permettre d'entrer en matière sur les questions de terrorisme et d'attaques kamikazes, même si nous continuons à enregistrer des attaques sporadiques à partir des territoires de nos voisins, le gouvernement n'envisage en aucune façon un quelconque rétropédalage sur la question de la peine de mort. Et donc pour nous, cette question, elle est classée, elle n'est plus d'actualité. Et comme je l'avais dit également, nous n'avons pas de personnes condamnées à mort qui attendent dans le couloir de la mort, ni avant ni après. Je voudrais également me répondre aux préoccupations soulevées sur la question de l'indemnisation des victimes de l'ancien président Hissène Habré. Comme vous le savez, l'ancien président Hissène Habré a été jugé par les chambres africaines à la demande de l'Union africaine et au nom de l'Afrique. Et donc, à l'issue de ce jugement, il a été convenu de la mise en place d'un fonds fiduciaire qui devrait financer les indemnisations. L'État tchadien, bien évidemment, a été condamné pour sa responsabilité civile. Et c'est à ce titre que le gouvernement tchadien est le premier contributeur à ce fonds. Et nous avons annoncé donc la participation à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Et cette annonce a été bien évidemment chaleureusement accueillie par les victimes. Et nous saisissons l'opportunité pour appeler les autres contributeurs à mettre la main à la pâte, sinon à la poche, pour permettre effectivement que les victimes puissent entrer dans leurs droits le plus tôt possible. Et en cela, nous demandons bien évidemment l'implication de l'ensemble de la communauté internationale, à commencer par l'Union africaine. Monsieur le Président, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées en lien avec les événements du 20 du mois dernier. Je dois, avant de répondre à toutes les questions, dire que le gouvernement, effectivement, déplore. Le mot n'est pas suffisamment fort, je dois l'avouer. L'ensemble des morts que nous avons enregistrés suite aux événements donc, du 20 octobre. Nous sommes bien évidemment solidaires avec l'ensemble des familles qui ont été endeuillées et des familles pour lesquelles des personnes ont été arrachées à leur amour. Pour situer le contexte, Monsieur le Président, il convient de noter que ces événements du 20 octobre, qui ont d'ailleurs commencé le 19 au soir, n'avaient rien de manifestation pacifique. Pour nous, gouvernement, ces événements étaient le fait de plusieurs groupes de personnes, de militants violents, organisés et coordonnés, armés d'armes blanches, de saguets, de machettes, de gourdins, et qui se sont délibérément attaqués de nuit à des symboles de l'État, comme les commissariats ou les casernes, tentant bien évidemment de voler éventuellement des armes. Les organisateurs supposés de ces événements avaient clairement
la veille, appelé publiquement sur les réseaux sociaux à la rupture. J'utilise un mot qui a été utilisé par les insurgés. Annoncer donc une rupture, et ils sont allés plus loin pour annoncer la mise en place d'un gouvernement appelé gouvernement d'équité et de justice. Ces mêmes organisateurs avaient déposé des demandes d'autorisation la veille à manifester, mais ces demandes étaient hors délai et les conditions et ne répondaient pas donc aux conditions légales pour la marche. Ce ne sont pas des questions de procédure qui ont motivé alors l'interdiction de ces manifestations et ces rassemblements. Le gouvernement donc a pris la décision d'interdire tout rassemblement en vertu du caractère violent, prévisible de ce projet de rassemblement et qui présentait manifestement un risque de trouble à l'ordre public et même pour la stabilité du pays, compte tenu bien évidemment des propos tenus par leurs organisateurs qui appelaient au soulèvement et à la sédition. La question était quelles sont les mesures prises par les autorités pour éviter que de tels actes se produisent. On nous demandait également des informations qui faisaient état des personnes qui utilisaient des véhicules banalisés. Tout ceci a été évoqué. Il y a également plusieurs témoignages qui font état de présence à un moment ou à un autre de la journée du 20 octobre d'hommes en civil en armes, utilisant des véhicules banalisés qui auraient sciemment et directement tiré sur la foule. Toutefois, aucun de ces témoignages ne permet de dire que ces hommes étaient des forces de l'ordre, qu'il y avait plusieurs véhicules et aucun ne rapporte d'image de ces hommes en train de factuellement ou bien identifier comme étant des forces de l'ordre. Il existe également un certain nombre de vidéos qui circulent sur le net et qu'on pourra à loisir regarder et recouper si le souhait l'exige. Bien évidemment, Monsieur le Président, la difficulté de communiquer sur une action dont les enquêtes judiciaires sont en cours est une question délicate. Il y a une balance à faire. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour ne pas gêner la manifestation effectivement de la vérité. Toujours est-il que depuis le début de la transition, en avril 2021, les manifestations pacifiques ont été autorisées. Pour la première fois, sous réserve bien évidemment des respects des textes comme il est d'usage dans tous les pays autorisant les manifestations. Des dizaines de marches pacifiques ont été organisées, depuis lors sans violence, sans heurts majeurs. Alors, pour ce qui concerne les événements du 20 octobre 2022, j'avais mentionné tout à l'heure que la requête avait été déposée la veille, hors délai donc, et que les participants, du moins les organisateurs de la marche, avaient bonne information qu'une demande déposée hors délai n'était pas satisfaite par le ministère de l'administration. La veille donc, le 19 octobre, selon les informations dont dispose le gouvernement, et le gouvernement a communiqué là-dessus, nous pouvons mettre à votre disposition le communiqué fait le 19 par le gouvernement, où le gouvernement a sonné l'alerte sur le caractère prévisible de cette violence. Et donc, pour nous, il n'y a pas de doute, c'est une insurrection qui était en préparation et qui finalement a été mise en route le 20. Et le gouvernement a fait face avec beaucoup de courage et de détermination pour préserver l'ordre public. Les événements, donc, je l'avais dit tout à l'heure, ont commencé la nuit avec des groupes de personnes surexcitées et armées. Aucun leader, malheureusement, les leaders ayant appelé à cette marche n'était présent dans les cortèges. Des attaques donc coordonnées ont été faites dans plusieurs quartiers de N'Djamena et dans 3 provinces du pays. Les cibles étaient les attaques contre les forces de l'ordre, notamment les commissariats. À N'Djamena, c'était le CANF, le camp de la jeune NT,
le gouvernorat, ou le siège donc du gouverneur de la ville de N'Djamena, mais également des autorités de la République, les résidences, notamment du président de l'Assemblée nationale, les sièges des partis de l'actuel et ancien Premier ministre, mais également des attaques ciblées contre des individus classés comme des gens du régime ou des gens qui se seraient, selon eux, proches du régime. Une quinzaine donc de forces de défense et de sécurité sont malheureusement mortes pendant ces événements. Et toutes ces actions ont été bien évidemment documentées avec des images. Il n'y a pas donc une répression à proprement parler, mais c'était une réponse à une insurrection violente face à laquelle certaines forces de l'ordre ou des individus attaqués ont dû se défendre. Ce qu'il faut mentionner également, Monsieur le Président, nous parlons assez régulièrement des manifestants, des forces de l'ordre, mais il se trouve que parmi les victimes, nous avons déploré des personnes qui ne sont ni membres des forces de l'ordre, ni manifestants. Ils ont été victimes, je ne sais pas si c'est des victimes collatérales, mais toujours est-il que ces personnes ont payé pour la folie meurtrière, bien évidemment, des manifestants, mais qui n'obéissaient à aucune logique, du moins une logique connue de nous. Alors, des morts ont été dénombrés parmi également les civils, je l'avais dit. La justice est saisie pour faire la lumière et situer toutes les responsabilités d'où qu'elles viennent. Une manifestation, selon nos textes, se fait selon un itinéraire précis, encadré par la police, après qu'elle soit bien évidemment autorisée. En l'espèce, ça n'a pas été le cas, bien évidemment, contrairement aux marches précédentes. En l'occurrence, l'événement interdit devrait, en principe, ne pas se produire, mais malgré tout, sur insistance des manifestants, donc cette marche s'est produite et a produit effectivement le drame que nous connaissons. Alors on nous dit pourquoi de tels agissements reprochés aux forces officielles. La question est déjà de savoir pourquoi prendre les reproches faits à l'État comme des vérités. Je ne dis pas que les rapporteurs ont soutenu, bien évidemment, ce qui a été dit, mais toujours est-il que ce sont des accusations et le gouvernement entend y faire face avec les éléments, bien évidemment, à sa disposition. Et comme je l'avais mentionné également tout à l'heure, la difficulté aussi, c'est de communiquer sur une action dont les enquêtes judiciaires, j'allais dire, sont en cours. Alors, comme annoncé par le gouvernement la veille de l'événement, les instigateurs de la marche qui ne sont pas sortis avaient comme objectif de faire des morts, pour faire porter, bien évidemment, le chapeau au gouvernement, ce qui malheureusement a eu les échos favorables, sans même chercher la réalité des faits en jugeant le Tchad. Il est en effet contradictoire pour un gouvernement de transition, qui plus est, de mener un dialogue national inclusif sur 11 mois, y faire participer tous ceux qui le souhaitent, y compris les politico-militaires, engager la réconciliation entre Tchadiens pour la paix, la justice et l'équité, décider de la libération des prisonniers de guerre et en même temps vouloir saper le même processus. Ceci, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que n'a pas de sens et c'est un raisonnement qui ne tient pas du tout debout. Alors, seuls les instigateurs de la marche qui ont rejeté le dialogue avaient intérêt à saper la mise en œuvre des résolutions du dialogue devant permettre, bien évidemment, le retour à l'ordre constitutionnel. Ces reproches sont pour nous des stratégies pour faire sanctionner des individus identifiés comme tels, gênants peut-être à leurs yeux, mais de toute façon, toute cette logique n'a aucune espèce de raisonnement qui tiendrait la logique. On nous dit également, est-ce que ce sont les dispositions de la charte de transition qui ont servi de réprimer une manifestation pacifique? Là également, je dois dire qu'aucune disposition d'un État
ne pourrait permettre ou bien justifier ou bien autoriser la répression d'une manifestation. Aucun texte au Tchad ne permet de réprimer une manifestation pacifique. La charte de la transition n'a pas dissous les dispositions de la Constitution adoptées par référendum, ni les lois en vigueur. Seuls les organes de gestion ont été en son temps suspendus. Par conséquent, les codes et lois et textes réglementaires sont en vigueur dans toutes les activités des partis politiques et associations de la société civile. Certains partis comme les transformateurs ont eu l'autorisation de fonctionner durant la transition. Les marches pacifiques aussi ont été autorisées avec la mise en place de la transition. Une dizaine de partis politiques ont été nouvellement créés en cette période et la machine est toujours en marche. Les partis peuvent toujours être créés. On a également évoqué l'ordonnance numéro 46 /INT du 27 octobre 1962 sur les attroupements publics. À ce niveau, je dois dire, Monsieur le Président, que mon pays est engagé à respecter ses obligations internationales a successivement pris des actes réglementaires, notamment le décret numéro 413/PR MDPC du 26 août 2019 portant code de la déontologie de la gendarmerie nationale et le décret numéro 1292/PR du 26 août 2019 portant code de la déontologie de la garde nationale et nomade du Tchad. Au terme donc de l'article 12 du décret 413 portant code de la déontologie de la police, le fonctionnaire de police ne fait usage de son arme et plus encore de son arme à feu qu'en cas d'extrême nécessité conformément à la réglementation en vigueur. La loi définit, encadre cette extrême nécessité en citant les cas de légitime défense, en citant également les cas pour soustraction autrui à une menace imminente de mort ou de blessure ou à la réglementation en vigueur. En plus de ces efforts, Monsieur le Président, le Tchad, dans son plan national de suivi de mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel, s'attelle à une réactualisation de la dite ordonnance afin de la rendre conforme, bien évidemment, aux standards internationaux. Les violences qui se sont déroulées du 27 au 28 mai 2021 à N'Djamena et Moundou ont été condamnées en son temps par le gouvernement de transition. De ce fait, une enquête judiciaire a été ouverte et l'enquête poursuit son chemin en restant couverte, bien évidemment, par le secret d'instruction. En ce qui concerne les motifs des arrestations des manifestants, ces derniers sont accusés de troubles à l'ordre public et de destruction de biens. Aussi, un collectif des avocats s'est constitué pour la défense des personnes arrêtées en son temps et les autorités judiciaires ont par la suite procédé à leur libération. Je parle bien des événements du 27 et 28 mai 2021. Il y a un certain nombre de questions, Monsieur le Président, sur l'Agence nationale de sécurité d'État, ou l'ANS, précédemment ANS. Je dois déjà commencer par dire que la structure en question a changé de nom. On continue à l'appeler ANS, Agence nationale de la sécurité, alors qu'elle s'appelle plutôt Agence nationale de sécurité d'État, ANSE. Alors, quelle que soit la situation sécuritaire et les événements, et ceci est franchement récurrent, violents qui peuvent survenir dans le pays, la rumeur fait toujours référence à des prétendues actions violentes et secrètes du fait de l'Agence nationale de sécurité d'État. Il s'agit d'une rhétorique classique à laquelle nous sommes familiers, qui consiste à l'accusation systématique de la part de l'opposition, des contestataires et la démarche des organisateurs de la marche du 20 octobre participe effectivement de cette philosophie.
Il est parfaitement facile de faire courir de telles rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus consultés par les jeunes et qui publient tout et rien sur des accusations, bien évidemment, sans aucun fondement. Il est d'autant plus facile de faire courir donc ces telles rumeurs avec l'effet, bien évidemment, l'effet grossissant des réseaux sociaux. Toutes ces accusations, donc, Monsieur le Président, sont sans fondement. Il n'existe à la connaissance du gouvernement aucun témoignage, ni même commencement d'un témoignage crédible que l'ANC ait commis des actes de torture, de barbarie ou des actes illégaux. Il convient de rappeler, l'émission et le cadre légal de l'ANC fait l'objet d'une loi, la loi numéro 17 du 24 juin 2022, et portant donc cette loi porte sur l'orientation du système national de renseignement en République du Tchad. Et donc, toutes les opérations faites par l'ANC sont encadrées donc par cette loi. L'ANC n'est en rien une police politique ou ethnique, mais un service de renseignement chargé de détecter les menaces contre les intérêts suprêmes de l'État. Les actions de renseignement de l'ANC s'inscrivent, comme dans tous les pays du monde, dans le cadre du secret de la défense nationale, défini bien évidemment là également par une loi donc portant secret défense. Dans les cas d'espèce du 20 octobre dernier, l'Agence nationale de sécurité d'État n'a été concernée par les événements que dans le cadre de sa fonction de renseignement pour informer le gouvernement du caractère a priori violent des manifestations du lendemain, visiblement organisées de façon à tenter de créer une situation, j'allais dire, insurrectionnelle, le chaos, à travers l'activation des pratiques violentes, avec l'intention, bien évidemment, de déstabiliser le pays. Voilà pourquoi l'Agence nationale de la sécurité d'État est intervenue sur ce dossier, en amont, bien évidemment, pour informer et aiguiller, bien évidemment, le gouvernement sur les risques potentiels. Monsieur le Président, je voudrais dire un mot sur la prison de Korotoro. J'avais dit le lundi dernier que cette prison est devenue célèbre, mais la prison de Korotoro est une prison qui relève du ministère de la Justice, de l'ordre, donc elle n'est pas une prison d'exception. Le CICR d'ailleurs visite la maison d'arrêt de Korotoro tous les mois, dans la mesure du possible. La dernière visite remonte au mois d'octobre, pas plus tard qu'hier encore. 2 novembre, une délégation a quitté